un chapitre aussi important par toujours sa fréquence et aussi sa gravité. Il n'y a pas un jour qui passe aux urgences sans qu'on ait un patient qui consulte pour une hémorragie digestive. Il n'y a pas un jour, au moins une hémorragie digestive. Donc c'est notre pain quotidien. C'est une urgence. L'hémorragie digestive est une urgence. Donc vous n'allez pas avoir une personne, un patient au téléphone, je vomis du sang, oui d'accord, et voilà le traitement. Non. Il faut consulter en urgence. Une hémorragie digestive est une urgence. Ça, c'est un premier message. Urgence médicale. Peut-être médico-chirurgicale. Peut-être de réanimation. C'est une urgence. On va voir les hémorragies digestives hautes et les hémorragies digestives basses. Et quelle est la limite anatomique? C'est l'angle de 13, très bien. C'est l'angle duodéno-jejunal. Donc toute hémorragie en amont de l'angle de 13 est une hémorragie digestive d'origine haute. Il faut faire la nuance. Une hémorragie digestive d'origine haute, il peut s'extérioriser par le bas. Une hémorragie digestive d'origine haute, il peut s'extérioriser sous forme d'hématémèse, associé ou non à des mélénas, et même sous forme de rectorragie. Si l'hémorragie est très abondante avec un transit qui est accéléré, on peut avoir une hémorragie digestive d'origine haute, mais qui va s'extérioriser sous forme de sang rouge, c'est-à-dire sous forme de rectorragie. Et on a les hémorragies digestives d'origine basse, c'est-à-dire toutes les étiologies en aval de l'angle de 13. Quels sont les objectifs pour vous? À la fin de ce cours, je veux que vous reteniez comment faire le diagnostic d'une hémorragie digestive. Et le diagnostic, il y a 3 diagnostics. C'est le diagnostic positif. Deuxièmement, c'est le diagnostic de avant l'étiologie, de gravité. Et troisièmement, c'est le diagnostic étiologique. Donc, devant une hémorragie digestive, il faut se poser 3 questions. Première question, s'agit-il d'une hémorragie digestive? Et de là, on a le diagnostic positif et le diagnostic différentiel. On a fait le diagnostic d'une hémorragie digestive. La deuxième question, est-elle grave? Et donc, c'est le diagnostic de gravité. On a le deuxième objectif, c'est connaître les critères de gravité. Un patient, il vient, il vous dit, ou bien sa famille, il a vomi 5 litres de sang. Le fait de vomir du sang, c'est quelque chose de grave, il faut le dire. C'est pour le patient, pour sa famille, pour l'entourage. Et on a tendance à surestimer, à exagérer pour attirer un petit peu l'attention et tout. Et on voit de toute façon une quantité, on ne peut pas la quantifier. Et donc la quantité rapportée par la famille ou l'entourage, c'est un critère subjectif. On a des critères objectifs. Qui sont les critères objectifs de gravité? C'est le retentissement. Retentissement, hémodynamique, conscience, hématocrite, donc c'est biologique, clinique d'abord. Clinique. Le retentissement biologique, il est tardif.
Et donc c'est quand on perd du sang, le cœur se met à accélérer son rythme pour assurer la perfusion des organes et surtout des organes nobles. Et donc il y a la tachycardie. Il y a une baisse, il y a la masse sanguine qui diminue, donc il y a une baisse de la pression. Donc voilà la tension. Le pouls, tu as dit la polypnée, la conscience. Est-ce que la bradycardie est un signe de gravité? C'est un signe plus grave. C'est-à-dire que le cœur qui a accéléré son rythme pour assurer, il est fatigué, épuisé. Il est encore plus grave. Et donc les critères de gravité sont des critères cliniques. D'abord, il y a aussi les critères biologiques. Mais c'est un petit peu tardif. Il est le temps de faire le prélèvement et de recevoir. Si j'ai un patient en état de choc, est-ce que je vais attendre la numération? Non, il faut que je commence le remplissage par des macromolécules, voire des transfusions, même sans avoir l'hémoglobine. Je fais le prélèvement, mais je ne l'attends pas. D'accord? Bien sûr, si je suis dans un état de choc. Sinon, on a les critères de transfusion. La transfusion n'est pas systématique. La transfusion n'est pas un traitement. Qu'est-ce que je vous dis? Je vous ai dit dans le premier cours que le centre régional de transfusion est un centre de référence. Jusqu'à il y a 1 an, 2 ans, on avait l'ictifère. Maintenant, on est en pénurie. Il y a une exagération dans la consommation de ces produits. Anémie, transfusion, non. Parfois, la transfusion, elle est délétère, surtout dans l'hémorragie secondaire à l'HTP. Tu augmentes la pression, tu augmentes le risque de récidive hémorragique. Et donc, la transfusion n'est pas systématique. Des hémostatiques qu'on donne, je vois aux urgences, certains urgentistes le prescrivent, le dicinone, l'hexacy, les hémostatiques. Non, zéro. Il ne faut pas les donner. Donc on va voir ce qu'il faut donner, ce qu'il ne faut pas donner. Pourquoi avant le diagnostic étiologique, on fait le diagnostic de gravité? Parce qu'il y a des mesures. Si c'est grave, il y a des mesures d'urgence initiale qu'il faut mettre déjà en œuvre. Par exemple, on remplit par quoi? Et par quelle voie? Et donc prendre une voie veineuse. Dans la littérature, prendre 2 voies veineuses, une seule voie veineuse de bon calibre. Parce qu'après, si l'état de choc s'installe, on ne va pas trouver de voie périphérique que tu vas vers une jugulaire ou bien vers une voie centrale. D'accord? Donc, voie veineuse de bon calibre. Tu fais des prélèvements, tu rétablis l'état hémodynamique. On va voir les critères sur lesquels on se base pour transfuser. Et puis vient l'étape étiologie et adapter le traitement en fonction de l'étiologie. Donc c'est une urgence fréquente et grave, de grande catégorie. L'origine haute est la plus fréquente. C'est 4/5 des hémorragies digestives, 80% des hémorragies digestives. L'origine basse, 20%. Et vous voyez la limite anatomique dans c'est l'angle de 13, c'est l'angle duodéno-jejunal. Donc toute hémorragie en amont, c'est une hémorragie digestive d'origine haute. Et donc l'étiologie, il peut être œsophagienne, il peut être gastrique, peut être duodénal jusqu'aux parties D3, D4. Et donc ça peut être par ordre de fréquence. La première étiologie, c'est l'ulcère. L'ulcère gastro-duodénal, on va voir le cours de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale. Et comme quoi l'hémorragie est une complication
de l'ulcère gastro-duodénal. Après l'ulcère gastro-duodénal, l'HTP. Il y a l'hémorragie dans le cadre de l'hypertension portale, souvent par rupture des varices œsophagiennes. C'est les deux les plus fréquentes. Mais il y a d'autres au niveau de l'œil. Il y a la pathologie tumorale. On peut avoir des cancers qui se révèlent par une hémorragie digestive. Et pourquoi ils saignent? Parce qu'ils sont ulcérés. Ils sont ulcérés. Œsophagiens, gastriques surtout, œsogastriques. Des malformations artério-veineuses, ce qu'on appelle les angiodysplasies. C'est une des hémorragies digestives. Les angiodysplasies, c'est l'hémorragie, c'est l'étiologie la plus fréquente des hémorragies digestives dites occultes. Les hémorragies digestives occultes, ou mal les hémorragies digestives non extériorisées, c'est-à-dire qui se manifestent par un syndrome anémique. Les hémorragies digestives occultes, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas à l'œil nu. D'accord? Il y a souvent des saignements microscopiques qu'on ne voit pas. Et donc l'angiodysplasie est la cause la plus fréquente des hémorragies digestives occultes. On peut avoir, vous avez vu le reflux, pas encore, le reflux gastro-œsophagien. Parmi ces complications, il y a l'œsophagite. Ce sont les ulcérations du bas œsophage qui peuvent saigner, les œsophagites. Il y a dans certains patients qui vomissent. Il y a des ulcérations du bas œsophage et c'est un syndrome de Mallory-Weiss ou Mallory-Weiss. D'accord? Ou bien ce sont les étiologies les plus fréquentes des hémorragies digestives d'origine haute. Maintenant, les hémorragies digestives d'origine basse, on peut avoir le grêle, il y a aussi les angiodysplasies. Les angiodysplasies, elles siègent souvent au niveau du grêle. Et puis, il y a la pathologie tumorale, la pathologie inflammatoire, les rectocolites. D'ailleurs, ça s'appelle RCH, rectocolite hémorragique, parce qu'il y a des ulcérations, souvent coliques, parfois du grêle dans la maladie de Crohn. Le grêle, il est atteint dans la maladie de Crohn. Et donc, les étiologies des hémorragies digestives basses peuvent être tumorales, inflammatoires, infectieuses, l'amibiase, c'est parce que ça donne des ulcérations, vasculaires, les colites ischémiques. Ça peut se manifester par une hémorragie digestive basse. Mais quelles sont les étiologies les plus fréquentes des hémorragies digestives basses? Proctologiques, les hémorroïdes et les fissures anales. Mais ils doivent être un diagnostic d'élimination. Donc jamais se contenter. Tu vas trouver à l'examen proctologique qu'il y a des hémorroïdes. Mais toujours, et surtout le contexte, rechercher une autre étiologie parce que ça peut être que l'arbre qui cache la forêt. Et donc tu vas dire que ce sont des hémorroïdes, tu vas traiter les hémorroïdes et tu ne vas pas indiquer une coloscopie alors que le patient pourrait avoir une tumeur. Donc, vous voyez un cas clinique. Une femme, 75 ans, vient aux urgences et vous dit, eh bien, sa famille, j'ai émis par la bouche 2 verres de sang par la bouche. Vous demandez ses antécédents, il a une arthrose de la hanche ancienne traitée par des anti-inflammatoires non stéroïdiens et il est diabétique, pas de toxiques, pas de tabac, pas d'alcool. Bien sûr, comme tout médecin, doit d'abord examiner. Vous examinez la patiente, vous trouvez qu'elle est consciente et qu'elle est pâle, qu'elle est tachycarde, donc il a une tachycardie et qu'il a une hypotension. Donc déjà, on a un impact hypovolimique alors qu'il vous dit qu'il n'a vomi que 2 verres. Vous voyez, là,
on a le contraire, on a une sous-estimation. Vous examinez la patiente, vous trouvez qu'il y a légère sensibilité, pas de défense, et bien sûr, comme tout médecin qui se respecte, vous allez faire un toucher rectal chez cette patiente et vous allez trouver des mélénomes. Parfois, on reçoit des coups de téléphone pour des avis. Oui, il me dit qu'il a des mélénomes. Oui, est-ce que tu as fait le toucher rectal? Là, je ne l'ai pas fait. Mal, tu n'as pas de doigt pour faire le toucher rectal. Vous savez que le tiers, dans une étude à Altali, on ne parle pas de l'abstrait, c'est du concret. Le tiers, dans une thèse, dans le centre d'oncologie régional, pour les tumeurs rectocoliques, le tiers des tumeurs rectales était accessible au toucher rectal. Le tiers. Regardez combien on laisse passer le diagnostic. Et plutôt le tumeur et le cancer colique, rectocolique, on peut, si le diagnostic est fait, attends, le pronostic et la survie, il rejoint la population générale. Et donc c'est un geste désagréable pour le patient, pour le médecin, mais le patient il vous dit vous êtes médecin. Il faut respecter l'intimité du patient, il ne faut pas le faire dans une salle où il y a beaucoup de patients, prendre bien sûr l'accord du patient et puis le faire dans les règles de l'art. Revenons à la patiente qui a priori des hématamèses avec méléna, avec un état hémodynamique, un retentissement hémodynamique, une tachycardie avec une hypotension. Et qu'est-ce qu'on retient dans ses antécédents? Qu'il y a une prise d'AINES. On va voir que les AINES est un facteur de risque de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale. Donc jusque-là, on peut dire que c'est une patiente qui a une hémorragie digestive a priori d'origine haute, des mélénas, donc origine haute, très probablement ulcéreuse. Mais vu l'âge, il faut éliminer une néoplasie. Là, on parle déjà de l'étiologie. Donc, première question, s'agit-il d'une hémorragie digestive? Là, donc, on a le diagnostic positif et le diagnostic différentiel. Donc, éliminer ce qui n'est pas une hémorragie digestive. L'hémoptysie, qui est le rejet du sang rouge, aéré par la bouche, mais dans un effort de tout. Des épistaxis du gluti, et puis on le rejette par la bouche, mais il y a un contexte. Les gingivorragies, il y a toujours aussi le contexte. Des vomissements teintés par des aliments, des boissons, le vin rouge par exemple, ou bien un jus de betterave, que ce soit pour les hématémèses, mais aussi pour les rectorragies. Il y a des sels colorés en noir par certains traitements, par le fer, par le charbon activé, qui peut colorer les sels en noir, mais les mélénas, les vrais mélénas, une odeur nauséabonde. D'accord? Fitide, nauséabonde. Ou bien des sels rougeâtres, des betteraves, ou bien d'haricots en piscine, qui colorent et les sels et les urines en rouge. De toute façon, l'endoscopie, il va confirmer. L'endoscopie digestive, il va confirmer le diagnostic. Quelles sont les présentations cliniques? Donc, on va voir des hématémèses, c'est coloré en rouge. Donc, le rejet du sang rouge à la bouche dans un effort de vomissement, parfois mêlé à des aliments. Les mélénas, c'est du sang, c'est du goudron, c'est noirâtre. C'est du goudron parce que c'est du sang digéré avec une odeur nauséabonde, fétide. Et dans 5% des cas, une hémorragie digestive, il peut s'extérioriser par le bas sous forme de sang rouge. Mais par rapport, dans tous les cas, il faut compléter l'examen par un toucher rectal.